Les deux premières conférences font 20 minutes et les autres feront 15 minutes. Pour le dictionnaire Larousse, substance, la matière, c'est une substance constituant les corps, douée de propriétés physiques. Mais pour vous, en tout cas, ça ressemble bien aux questions que vous adorez vous poser. C'est à vous. Et dans 20 minutes, je vous fais signe. Bonjour à tous, merci, vous m'entendez bien? Voilà. Donc en effet, le titre que j'ai choisi, c'est « De quoi la matière est-elle le nom ?» qui est la question qui va servir sans doute à éclairer les conférences qui vont suivre. Les physiciens d'aujourd'hui, en général, se présentent comme des héritiers, de dignes héritiers de Démocrite ou d'autres atomistes de l'Antiquité, c'est-à-dire ce sont des gens qui cherchent des entités les plus petites possibles, qui soient indivisibles, insécables, ce qu'on appelle aujourd'hui des particules élémentaires. D'ailleurs, quand vous regardez la brochure d'un grand laboratoire de physique, en général, dès la première page, on vous présente un buste de Démocrite, qui est aussitôt célébré pour avoir jeté les bases à tout jamais solides de la physique. Et mon propos, en 15 minutes, donc, va être de tenter de vous montrer que la tradition, en l'occurrence, n'est jamais invoquée que pour légitimer une démarche qui s'en détourne. Je veux dire par là que l'atome des physiciens, l'atome qui existe vraiment, est un atome qui n'a rien à voir avec l'atome des Grecs. En fait, l'atome qu'on a découvert est un atome qui n'a aucune des propriétés que les Grecs accordaient aux atomes. Alors, évidemment, quand je dis cela, et que j'ajoute qu'en plus, l'atome des Grecs, on le sait, n'existe pas, on est tenté de dire, les Grecs se sont trompés, on peut même les ridiculiser, et c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire, puisque d'abord c'était des génies, et ensuite, pour une raison plus fondamentale, qui est que les choses qui n'existent pas pour rien. Autrement dit, c'est parce que les Grecs ont pensé l'objet atome que des débats, des discussions ont porté autour de cette notion pendant des siècles, jusqu'à ce qu'en 1906, Jean Perrin, le père de Francis Perrin, qui était le deuxième administrateur général du CEA, découvre expérimentalement l'atome, et très rapidement, on s'est rendu compte que l'atome, d'abord, échappe à son étymologie, il n'est pas insécable, donc il ne mérite pas le nom d'atome, et d'autre part, il a toutes sortes de propriétés que les Grecs n'avaient pas envisagées, à commencer par le fait que, par exemple, il n'y a pas toujours eu des atomes, ils ont une histoire, une généalogie, que Roland Luc racontera en partie, et d'autres après lui. Et donc, on pourrait se dire, mais finalement, c'est une question d'échelle. Le vrai atome d'aujourd'hui, ce sont les particules élémentaires. Et en effet, quand on veut faire vite et ne pas faire d'histoire, on présente encore aujourd'hui la physique des particules comme s'inscrivant dans la tradition amorcée par Démocrite, Leucippe, Épicure, Lucrèce et tous les autres atomistes. Et ce que je vais essayer de faire, c'est donc de critiquer, ou d'interroger, de commenter cette façon de parler en montrant qu'elle est inexacte. Bon. Alors, commençons par l'étymologie. Historiquement, le mot matière est un mot qui désigne de façon assez confuse l'idée de génération, d'engendrement. La matière, c'est ce truc, cette espèce de matrice commune qui permet à toutes les autres choses de s'engendrer. Évidemment, ce n'est pas très précis, et on pourrait tenter de trouver une définition un peu plus claire. Et on bute là sur une difficulté, c'est que la matière, l'idée de matière est un concept fondamental. Décrire un concept ou le définir, c'est le rapporter à un autre concept plus fondamental que lui. Mais qu'est-ce qui peut être plus fondamental que ce qui est déjà fondamental? Et donc on a une difficulté qui fait que les physiciens ont toujours du mal à répondre à des questions comme qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que la matière? Alors on peut se tourner du côté des philosophes qui ont proposé des définitions, mais ces définitions sont toujours apophatiques, comme ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire ce sont des définitions qui disent la matière en disant ce qu'elle n'est pas. Ils l'opposent à l'esprit, à la pensée. Bon, je sais que pour cet exposé, on n'a pas le droit à des notes, mais quand même, j'ai trouvé dans le dictionnaire philosophique cette définition de la matière. On appelle matière tout ce qui existe indépendamment de la pensée ou de l'esprit. C'est la partie non spirituelle du réel. Elle est sans conscience, sans mémoire, sans discours, sans projet ni volonté. Donc voilà, on dit la matière par le contraire de la matière. Et l'esprit, la conscience, on va les définir dans une autre entrée du dictionnaire par le contraire de la matière.
Donc ça tourne en rond. Et on voit que certains ont sans doute raison, comme Ernst Mach, de dire que l'idée de matière est le point aveugle de la pensée scientifique. Mais si je dis ça et si je propose ceci comme conclusion, sachant que j'ai encore un quart d'heure, je serai embarrassé. Donc je vais quand même continuer en essayant d'échapper à cette perspective de l'impasse. Vous savez sans doute qu'on fête ces jours-ci les 100 ans de la naissance de Roland Barthes, auquel je voudrais rendre hommage en rappelant cette phrase qui est une sorte de mise en garde qui va m'être utile dans la suite. Il écrit dans Mythologie: l'image est plus impérative que l'écriture, elle impose la signification d'un coup sans l'analyser, sans la disperser. Ce qu'il explique là, et ça vaut surtout pour les images de science, c'est qu'il y a une autorité de l'image, une espèce d'éloquence spontanée de l'image. C'est-à-dire que l'image impose d'emblée ce qu'ils font penser de ce qu'elle montre. Alors ce que je vais vous montrer, c'est que souvent, les images de science montrent le contraire de ce qu'elles démontrent. Et l'exemple que je prends, sachant que nous vivons dans un monde de brutes, est un monde au contraire plein de douceur, je vais vous parler de musique de chambre, plus exactement de musique de chambre à bulles. Les chambres à bulles sont des détecteurs qui ont été inventés en 1953, donc un peu moins de 10 ans après la création du CEA. Le CEA, d'ailleurs, on a fabriqué plusieurs qui ont eu beaucoup de succès, qui ont permis des découvertes importantes. Et l'idée, c'est qu'elle montre la trajectoire des particules, elle montre finalement la chorégraphie de la matière à toute petite échelle. Et ça produit une sorte de beauté assez paisible parce que les collisions, qui sont en fait très violentes, lorsqu'elles sont figées sur la pellicule, donnent l'impression d'une beauté très pacifique, très harmonieuse. En réalité, c'est un monde très violent qui se montre là. Alors, l'inventeur de la chambre à bulles, c'est un physicien américain qui s'appelle Ronald Glaser, qui a eu le prix Nobel en 1960. Et la rumeur dit qu'il a eu l'idée de la chambre à bulles en regardant des heures durant les bulles monter dans son verre de bière. La rumeur ajoute même qu'il passait des heures et des heures à coincer la bulle, justement, dans un bar américain de Ann Arbor qui s'appelait The Brown Jug, ce qu'on peut traduire par la brune, la cruche brune. Je pense que les blonds qui sont dans la salle entendront ces deux mots comme sonnant une sorte de revanche. Bon. Alors, comment est-ce que ça marche, une chambre à bulles? Évidemment, le principe de fonctionnement, vous le connaissez, c'est la cocotte minute. C'est-à-dire que quand vous mettez sous pression un liquide qui est en train de chauffer et que brutalement vous relâchez la pression, il va non pas se mettre à bouillir tout de suite, mais rester dans un état métastable. Et toute petite perturbation va déclencher l'ébullition, c'est-à-dire la formation de bulles. Et en général, on dit que le principe de fonctionnement ressemble à celui par lequel on comprend la formation des traînées des avions dans le ciel. En fait, de la même façon, les avions laissent une traînée dans le ciel qui est visible à l'œil nu, et on explique le fonctionnement de la chambre à bulles par cette métaphore qui a l'air, ou cette analogie qui a l'air assez éloquente. Mais en fait, elle est fausse. Elle est fausse parce qu'elle invite à penser que les particules qui laissent ces traces, en fait, sont des corpuscules, c'est-à-dire des petits points matériels qui laissent sur leur passage une trace nette qui est courbée par le champ magnétique de la chambre. Quand il y a des collisions, évidemment, ça provoque des gerbes de nouvelles particules qui elles-mêmes vont laisser des traces, elles sont chargées en tout cas. Et en utilisant cette analogie, on conclut que finalement, les particules que nous voyons, par l'intermédiaire des traces qu'elles laissent dans le liquide, sont des objets concrets, bien localisés dans l'espace et ayant une trajectoire bien définie. Or, c'est une interprétation qui est trop rapide. D'abord parce que rien ne prouve que les particules, avant d'entrer dans la chambre, avaient une trajectoire bien définie. Et de fait, il y a un calcul très important, fondateur, qui a été fait par Heisenberg, Werner Heisenberg, un des pères de la mécanique quantique, qui montre que pour comprendre la formation de ces trajectoires, il faut représenter les particules non pas par des corpuscules, mais par des ondes. Des ondes un peu comme la houle sur l'Atlantique, qui n'a pas de trajectoire bien définie. Et c'est la description ondulatoire de ces objets, et elle seulement, qui permet de comprendre que la particule entrant dans la chambre va provoquer un alignement
des bulles qui va former la trajectoire que nous observons. Autrement dit, cette image, et c'est ce qui donne raison à Roland Barthes, nous fait croire que les particules sont des corpuscules. En réalité, on ne peut comprendre cette image qui nous fait croire qu'elles sont des corpuscules qu'en imaginant qu'elles ne sont pas des corpuscules. Et donc la morale de l'histoire, c'est que on peut avoir un comportement qui a l'air d'être corpusculaire sans être corpusculaire. L'autre chose que je voulais expliquer, c'est que, évidemment, les physiciens, vous le savez, ont identifié une communauté de substances, c'est-à-dire qu'ils savent que tous les objets matériels sont faits des mêmes particules, qu'il s'agisse d'une étoile, de diamants, de l'œil d'un chat ou de n'importe quoi d'autre. Ce sont les mêmes entités constitutives qu'on trouve dans tous ces éléments. Donc il y a une sorte d'unité de substance de la matière. Simplement, la matière dont parlent les physiciens, c'est une matière qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire que pour la comprendre, pour l'étudier, il faut utiliser des stratagèmes. Et finalement, il y a deux sortes de contacts possibles avec la matière. Il y a un premier contact qui est un contact direct, brutal. On la touche, on la sent, et à partir de cette première impression, on infère à son sujet qu'elle a des propriétés qui sont, par exemple, d'être solide, d'être localisée dans l'espace, d'être impénétrable, etc. Et il y a une autre approche qui est celle des physiciens. C'est une approche en miroir, c'est-à-dire une approche qui consiste à jouer d'une correspondance entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire qu'on remplace la présence immédiate des choses matérielles par une mise en concept. En fait, on demande à la matière d'aller se faire voir ailleurs, et par un jeu subtil d'équations, de mesures, d'expériences, on revient vers elle pour dire qui elle est. Et ce faisant, on découvre souvent que des lois qui nous semblent vraies à l'échelle macroscopique, à l'échelle qui est la nôtre dans la vie quotidienne, perdent pied dans le monde des particules. Là, j'ai rappelé, toujours dans le dictionnaire philosophique, mais plus ancien, celui de Voltaire, quelques propriétés spontanées qu'on attribue à cette époque-là à la matière. Donc, elle est solide, résistante, gravitante, divisible, mobile, etc. Et sur quelques exemples, je vais vous montrer que ces propriétés de la matière, qui nous semblent évidentes, en fait, sont fausses. Alors, par exemple, à notre échelle, là, ce n'est pas notre échelle, ça c'est un cliché, une collision qui a été faite au LHC, le Large Hadron Collider, auquel le CEA a contribué, qui a permis la découverte du boson de Higgs en 2012. Mais à notre échelle, vous êtes d'accord avec moi pour dire que la matière se conserve. Évidemment, la matière peut se transformer. Par exemple, une bûche qu'on embrase devient cendre. Un glaçon qu'on met au soleil devient de l'eau liquide. Donc la matière se transforme. Mais en tant que matière, elle demeure. C'est-à-dire, la matière ne peut pas devenir rien. Et la matière ne peut pas apparaître à partir de rien. Par exemple, si vous mettez un bloc de matière dans une boîte, pendant autant de temps que vous voudrez, et quand vous reviendrez ouvrir la boîte, vous constaterez que le bloc de matière est toujours là. Et s'il n'y est pas, c'est que quelqu'un l'a pris, l'a déplacé ou l'a volé. Et d'ailleurs, cette conservation de la matière, c'est la loi que vous pourrez invoquer si, en sortant d'ici, vous constatez que votre scooter ou votre vélo n'est pas à l'endroit que vous aviez laissé. D'accord ? C'est parce que la matière se conserve que vous pourrez faire une déclaration de vol. Donc nous vivons avec ça. Autre exemple, si je prends deux verres en verre, collision, ça fait des débris. Je les ramasse, et si j'ai beaucoup de patience et un peu de colle, je peux remettre ensemble ces débris et reconstituer les verres qui ont subi la collision. Autrement dit, dans cette opération, nulle matière nouvelle n'est apparue, et nulle matière qui était là avant la collision n'a disparu. Donc il y a eu une conservation de la matière. C'est ce que nous voyons tous les jours. Eh bien, à l'échelle des particules, c'est complètement faux. Voilà une collision du LHC. Donc, mes collègues vous expliqueront plus en détail en quoi consistent ces collisions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a deux particules incidentes qui entrent en collision. Et ça engendre
toutes sortes de nouvelles particules, dont on dit souvent qu'elles sont les débris des particules incidentes. D'ailleurs, j'ai vu des vieilles brochures du CEA ou de la presse parlant du CEA dans les années 60. Les journalistes parlaient des physiciens comme étant des gens qui brisent les atomes, c'est-à-dire qui, en fait, cassent les atomes en montrant de quoi ils sont constitués. Or, dans ce phénomène-là, on voit apparaître des particules qui n'étaient pas là avant. On n'a pas cassé des particules incidentes. Et pour ceux d'entre nous qui croient encore que la masse se conserve, je leur livre pour leur réflexion la donnée suivante. Si vous mesurez la somme des masses de toutes les particules qui sont engendrées par cette collision, vous verrez qu'elle est bien plus élevée, ça dépend de l'énergie des particules incidentes, que la masse totale des deux particules qui sont entrées en collision. Donc dans cette affaire, la masse, la matière ne s'est absolument pas conservée. On a créé de la masse. On a créé de la masse. Ce qui est conservé, c'est autre chose de plus abstrait, qui est l'énergie. En fait, l'énergie cinématique de mouvement des particules incidentes est devenue de la matière. C'est la formule d'Einstein que vous connaissez. Et ça, c'est une formule assez étonnante parce que ce qu'elle implique, c'est que la propriété d'un objet peut devenir un autre objet. En l'occurrence, la vitesse ou l'énergie des particules incidentes devient de nouvelles particules. C'est aussi étonnant que si je vous disais que les deux verres dont je parlais tout à l'heure qui rentrent en collision avaient, par le seul fait de leur collision, engendré une bouteille d'eau et une bouteille de vin, par exemple. Ou si je vous disais que la hauteur de la tour Montparnasse a pu engendrer la tour Eiffel. Enfin, chronologiquement, c'est l'inverse, mais bon. Voilà, c'est ça qui se passe. On crée de la masse et de la matière, donc, à partir de l'énergie. Bon. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça en physique aujourd'hui? En disant qu'en l'occurrence, on n'a rien cassé du tout, on a simplement chauffé le vide quantique. Alors, vous savez, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, il y a eu toutes sortes de débats à propos de l'existence du vide. Il y avait des arguments philosophiques pour dire que le vide ne pouvait pas exister, et puis il y avait d'autres arguments tout aussi philosophiques pour dire que le vide devait exister. Aujourd'hui, nous savons que le vide existe, sauf que le vide qui existe n'est pas vide. Là, on continue de l'appeler vide, mais en fait, il est plein de trucs. Ça, c'est la mécanique quantique qui nous l'enseigne. Si vous prenez un récipient dans lequel vous faites le vide complet, c'est-à-dire vous enlevez toutes les particules de rayonnement, de matière, la mécanique quantique vous dit qu'une fois que vous avez fait cette opération d'élimination de tout ce que contient la boîte, il restera quand même dans la boîte de la lumière fatiguée, c'est-à-dire des champs quantiques dans un état fondamental de plus basse énergie. Et ces champs quantiques, vous ne pourrez pas les retirer quand ils sont dans l'état fondamental. Ils sont en quelque sorte dans une relation d'adhérence avec l'espace et le temps. Ils sont là. Et ça correspond à ce qu'on appelle des particules virtuelles. C'est un mot qui est mal choisi. Ce sont des particules bien réelles, mais qui n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment. Autrement dit, elles ont une énergie qui est inférieure à mc carré, m étant leur masse, c'est la vitesse de la lumière. Et donc elles sont un peu endormies, un peu comme des belles au bois dormant, réclamant, pour exister vraiment, qu'on leur donne l'énergie qui leur manque. Or, c'est ça que font les collisions de particules, qu'on fait dans les collisionneurs du CERN ou d'ailleurs. C'est-à-dire que dans un petit volume d'espace-temps, l'énergie des particules incidentes va chauffer le vide quantique et donner aux particules qui sont là, endormies, l'énergie qui leur manque. Elles vont en plus prendre un peu d'énergie cinétique qui va les faire sortir, de sorte qu'on pourra les détecter. Et oui, vous voyez que l'image qu'on doit se faire du vide est complètement changée, même si le mot par lequel on le désigne est resté le même. Ensuite, autre idée courante qui se trouve complètement, c'est la fin. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est que dans notre esprit, masse et matière, ça va ensemble. Et qu'en réalité, et ça sera l'exposé de Nathalie Besson tout à l'heure, il faut penser maintenant séparément le concept de masse et le concept de matière. Autrement dit, si les particules élémentaires ont une masse, c'est parce que le vide n'est pas vide. Il contient un champ avec lequel elles interagissent, qui leur donne la masse effective qu'elles ont. Et pour conclure, imaginez qu'un jour, quelqu'un vous demande l'idée de matière, se serait-elle déchosifiée? La probabilité que quelqu'un vous pose cette question
est presque nulle. Mais si jamais l'événement se produisait, à votre place, je répondrais oui. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Étienne Klein. Deuxième exposé, deuxième conférence, celle de Roland Lehoucq. D'où vient la matière qui nous entoure? Roland Lehoucq est physicien au CEA et on commence le voyage dans votre poche, Roland. Et puis après, on va zoomer très loin, à des millions d'années-lumière. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour vous raconter l'histoire de la matière qui nous entoure, qui n'a pas toujours existé sous la forme qu'on lui connaît, j'ai choisi de partir d'un objet qui était commun et qui est dans ma poche, qui est une pièce de 1 franc. Alors, vous pouvez me croire, c'est une vraie pièce de 1 franc. Il y a peut-être des gens dans la salle qui sont suffisamment jeunes pour être plus jeunes que la pièce que j'ai dans la main, parce que le franc a disparu. Voilà la pièce en question, un scan officiel de cette pièce. Vous la reconnaissez bien, hein, on n'a plus ça dans sa poche maintenant. Et on va se dire d'où vient cette pièce. Se demander, en remontant dans le temps, ce qui est une pratique que font couramment les astrophysiciens, en se disant j'observe des objets de plus en plus lointains, la lumière qui m'en vient met un temps de plus en plus long pour m'en parvenir, à 300 000 km par seconde, les distances très grandes sont franchies en des durées très grandes. Et en remontant dans le temps, donc faisant vraiment la pratique d'un astrophysicien, d'où vient cette pièce? Alors la réponse, elle est simple, de ma poche. Bon. Et avant ma poche, elle était où? Alors ça, vous ne pouvez pas répondre. Elle était dans la boîte chez moi. J'ai une boîte en carton dans laquelle je mets des pièces et des billets que je récolte, comme ça, au fil du temps, de mes voyages. Je fais une sorte de collection, de pseudo-collection de, disons, monnaies variées, dont des pièces de 1 franc qui maintenant n'ont plus cours depuis le 1er janvier 1999. Donc elle vient de cette boîte. En fait, cette pièce, elle était avant dans ma poche, dans la boîte. Et avant la boîte, elle était où? Eh bien, c'est pas compliqué. Elle était dans la poche d'autres gens, de commerçants. Elle s'échangeait pour acheter du pain, pour acheter le journal. Bref, c'était une monnaie en circulation. Elle est en circulation depuis quand, cette pièce? Elle n'a pas toujours existé sous la forme de pièce. C'est écrit 1988. Cette pièce a été frappée en 1988 pour fêter les 30 ans du nouveau franc. C'est pour ça qu'on a mis le général de Gaulle de l'autre côté. Cette pièce, elle a été fabriquée dans un endroit, voilà une vue de la salle des machines qui frappe les pièces, à l'usine de Pessac, en France, près de Bordeaux. C'est l'usine où on frappe les pièces françaises. Alors, européennes aussi, puisque les euros maintenant ont cours dans toute la zone euro, comme on dit. Elle frappe aussi des pièces d'autres pays. La Thaïlande, par exemple, fait frapper ses pièces à l'usine de Pessac. Ces machines, qu'est-ce qu'elles font? Là, c'est la version finale. Elles arrivent avec des galettes de métal et elles les compriment fortement pour imprimer, entre guillemets, la pièce. Avant, ce métal, d'accord, c'est quoi ce métal d'ailleurs? C'est du nickel pur. Cette pièce, si je l'ai choisie, c'est parce qu'elle est en nickel pur. Ce métal, avant, qu'est-ce qu'il était? Ben là, l'usine de Pessac, elle se fait livrer des lingots de nickel qu'elle fond, qu'elle lamine, qu'elle transforme pour en faire des pièces. 50 millions de pièces comme celle-ci ont été produites. Il doit en rester un bon paquet encore en circulation, enfin dans les poches et dans les boîtes. La plupart des autres ont été refondus quand le franc a disparu. Et des machines comme celle-ci frappent à peu près 250 pièces par minute. Donc il y a un bon débit de pièces qui sortent de cette usine. Donc cette pièce, avant d'être pièce, elle était aussi nickel, elle est aussi nickel, pratiquement pur. Donc elle était lingot de nickel pur. Et d'où viennent les lingots de nickel pur qui sont livrés à l'usine de Pessac? Eh bien, c'est pas compliqué, ils viennent de cette usine, une usine métallurgique près de Sandouville, à Sandouville, près du Havre, une usine Eramet, qui était une société métallurgique française, minière française. Et dans cette usine, on produit, à partir de quelque chose qu'on appelle des MAT, M-A-T-E, quelque chose qui n'est pas du minerai de nickel, on va le voir dans un instant, mais qui n'est pas du nickel pur non plus, on produit des lingots ou des tiges de nickel pur. En gros, le minerai de nickel est transformé en nickel pur par deux opérations. L'une qui se produit dans l'usine d'Eramet. Là, on voit ce que peut être un aspect du nickel pur. En bas, le résultat de l'opération, alors qui est plus longue, parce qu'avant de passer du minerai au nickel, il faut passer par cette transformation thermique qui va faire passer du minerai à des maths qui vont être plus riches en nickel. Et ça se produit en Nouvelle-Calédonie, à une usine qui est à Doniambo. Donc ce nickel-là, finalement, de ma poche, de la boîte, de l'usine, de l'usine, de l'usine. Les usines, c'est Pessac, Sandouville, Doniambo. Donc ce nickel a une histoire, et vous voyez qu'on peut remonter dans cette histoire, et à Doniambo, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit, en Nouvelle-Calédonie, on reçoit le minerai de nickel qui est extrait en Nouvelle-Calédonie. Et ce minerai, on en trouve des quantités considérables, enfin en tout cas une teneur importante, et les ressources de nickel de la Nouvelle-Calédonie représentent à peu près 30% des ressources mondiales de nickel.
Donc un endroit, la Nouvelle-Calédonie, où on trouve beaucoup de nickel. Ce nickel, voilà le minerai d'origine, si je veux dire, celui qui a fait que les mines de Nouvelle-Calédonie sont ouvertes. Ce n'est pas le minerai qu'on trouve le plus fréquemment maintenant. C'est un très joli minerai qui est verdâtre, qui s'appelle la garnierite, parce qu'il a été découvert par Jules Garnier en 1854, donc un géologue, qui a fondé ensuite, une quinzaine d'années plus tard, avec un Anglais, Higginson, il a fondé la société Le Nickel, qui a exploité le minerai de nickel et les mines de nickel de Nouvelle-Calédonie. Là, c'est le nickel qui a été racheté ensuite par Eramet et qui maintenant est une société métallurgique française. Donc le nickel, il est là-dedans, dans des roches un peu verdâtres, qu'on appelle aussi des péridotites, qui sont des roches avec du magnésium, du fer et un petit peu de nickel. Et pourquoi il y a du nickel en Nouvelle-Calédonie? Toujours on remonte dans le temps. Pourquoi y a-t-il du nickel en Nouvelle-Calédonie plutôt en Nouvelle-Calédonie qu'ailleurs? Il y en a 30% des réserves mondiales. Eh bien, une des raisons de la présence du nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est celle-ci. Il y a 40 millions d'années, il y a une plaque océanique et une plaque continentale qui se sont pénétrées, dû au mouvement tectonique, dû au mouvement interne des parties, je ne vais pas dire centrales, mais du manteau de la Terre, qui fait se déplacer les croûtes et qui a fait que, en se pénétrant l'une l'autre, une partie de ces péridotites, une partie de ces mines, de ces matériaux du manteau externe de la Terre sont remontés en surface, matériaux qui étaient plutôt plus riches en nickel que les matériaux de surface de la Terre. Ça, c'est une opération Nouvelle-Calédonie qui s'est produite il y a 40 millions d'années. Et pourquoi il y a du nickel au centre de la Terre et pas en surface? Voilà une autre question. Et pourquoi il y a du nickel seulement en Nouvelle-Calédonie? Pas seulement, en fait. Il y a un autre endroit sur Terre qui est très riche en nickel, où les teneurs de nickel sont très riches, sont très élevées. C'est au Canada, dans la province d'Ontario, près de la ville de Sudbury, qui est une grande ville minière, qui exploite le nickel aussi au Canada. D'ailleurs, j'ai aussi une pièce de 5 sous canadiens. Enfin, les Canadiens et Québécois disent 5 sous, les Canadiens anglophones disent une pièce de 5 cents. Cette pièce de 5 sous est aussi en nickel pur. Et ça tombe bien, ils ont précisément des grandes réserves de nickel. Vous comprenez pourquoi la France a frappé longtemps des pièces en nickel pur. Pourquoi à Sudbury il y a aussi du nickel? C'est parce que là, on le sait qu'il y a 1,85 milliard d'années, il y a une énorme météorite dont la taille estimée de plusieurs kilomètres, peut-être 8 à 10 kilomètres de diamètre, qui a frappé la Terre et qui a d'une certaine façon touillé la Terre à l'endroit où elle est tombée. Elle a brisé, elle a fracturé la croûte terrestre et ça a fait remonter une partie du matériau du manteau externe, plus le fait que cette météorite elle-même pouvait avoir une teneur en nickel. Certaines météorites ont des teneurs en métaux en général, et singulièrement en fer, en nickel, plus élevées que d'autres météorites qui sont plutôt rocheuses. Ces météorites, on les appelle des sidérites. Donc deux endroits où finalement il a fallu faire remonter, d'une façon ou d'une autre, une partie du manteau externe de la Terre, des couches profondes de la Terre, pas trop profondes, ce n'est pas le centre de la Terre, c'est bien loin du centre de la Terre, vers la surface. Et pourquoi il y a du nickel dans la Terre d'abord, mais pourquoi le nickel de la Terre, il est plutôt à l'intérieur de la Terre qu'en surface, à part à deux endroits, et puis bon, il y a quand même un certain nombre d'autres mines de nickel, évidemment. Eh bien, simplement, c'est qu'il y a 4,56 milliards d'années, la Terre s'est formée. Elle s'est formée par agrégat de matière, d'un disque de matière qui était autour du Soleil nouveau-né, et que cette matière, en s'agrégeant, a fini par former la Terre. Et il y a eu aussi, cette image-là, une vue d'artiste montre la collision dont on pense qu'elle est à l'origine de la formation de la Lune, avec un corps dont la taille estimée était de l'ordre de Mars, de la taille de la planète Mars actuelle, avec une Terre qui n'était pas encore la Terre finale, qui était une Terre peut-être solitaire, plus petite, et l'ensemble, cette collision a fait qu'on a eu la formation de la Lune, avec partie des débris qui sont restés en orbite et qui sont agglomérés, et puis la Terre finale s'est formée, une partie de la matière est restée dans la prototerre pour former la Terre finale. Et ça, c'est pour montrer que la Terre, en se formant, n'était pas un objet solide avec une atmosphère et de l'eau. Il n'était pas encore un objet solide, c'était un objet qui était pour partie liquide, pour partie mou, tout simplement parce qu'il était chaud, résultat des collisions qui ont précédé sa formation et qui ont été la source, en fait, l'origine de sa formation. Une Terre molle, ça veut dire que quelque chose de liquide, si je laisse tomber cette pièce dans l'eau, elle qui est plus dense que l'eau, elle va tomber au fond. Les métaux, plus denses que d'autres sortes d'éléments, vont tomber dans une Terre molle, vont tomber plutôt vers l'intérieur de la Terre. Et c'est comme ça que l'on sait maintenant que le cœur de la Terre est essentiellement formé de nickel et de fer, à l'exception pratiquement de beaucoup d'autres éléments que l'on trouve plutôt en surface et qui sont moins denses. S'il y a du nickel à l'intérieur de la Terre, c'est parce que c'est un métal qui est plutôt plus dense que la plupart des autres éléments. Et que la Terre s'est formée à un moment donné, il y a 4,56 milliards d'années, la Terre s'est formée, et elle s'est formée, disons, molle,
et ça a permis une sorte de stratification des matériaux en fonction de leur densité, les plus denses étant vers le centre, les moins denses étant plutôt en surface. Et le nickel qui est dans la Terre, d'où est-ce qu'il vient de ce nuage de ce disque de matière qui a servi à former la Terre et les autres planètes du système solaire? Eh bien, il vient du disque qu'on appelle protoplanétaire, qui était les débris de la formation de notre Soleil. Notre Soleil s'est formé à partir d'un milieu interstellaire, d'un immense nuage de gaz qui pesait probablement des milliers de fois la masse du Soleil, qui avait des tailles de l'ordre de l'année-lumière, la distance parcourue par la lumière en un an, 10 000 milliards de kilomètres, et que cet immense nuage, sous l'effet de sa propre gravité, s'est effondré, s'est fragmenté en plus petits effondrements qui chacun a formé une étoile. Un grand nuage qui a formé quelques étoiles, quelques dizaines d'étoiles, dont le Soleil, et un disque de matière qui tourne autour du Soleil, qui s'est aplati sous le simple effet de la contraction conjuguée à la rotation, la force centrifuge, ayant tendance à étirer au niveau de l'équateur plus intensément qu'au niveau des pôles de rotation, où elle est nulle, et aplatissant le disque de matière. Et le Soleil se forme avec un disque de matière dans lequel se formeront les planètes, et dans ce disque de matière, et dans ces poussières, et dans ce nuage interstellaire qui préexistait, le nickel était déjà présent. Le nickel était déjà présent. Et ce nickel qui était présent dans le milieu interstellaire, dans le nuage interstellaire, d'où vient-il? Est-ce qu'il a toujours été présent? La réponse est non. Quand elle se forme, une étoile, pour dire que l'étoile s'est formée, plus exactement, il faut que des réactions de fusion thermonucléaire se déclenchent dans son cœur. Stefano Panebianco, tout à l'heure, nous parlera plus en détail de ces processus de nucléosynthèse, de formation des noyaux. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, ne sont que des réarrangements. Vous aviez des briques de Lego, qui sont les atomes, dont l'atome de nickel, que vous réarrangiez par la chimie, par la physique, en fondant, en martelant, en faisant des réactions chimiques, que vous réassembliez. Maintenant se pose la question de l'origine des briques elles-mêmes. D'où viennent les briques élémentaires? D'où viennent les atomes, les noyaux des atomes dont il est question? Eh bien, une étoile, pour être un objet sphérique brillant, pour être désigné comme étoile, doit avoir la propriété d'avoir des réactions thermonucléaires en son centre. Réactions thermonucléaires qui compensent le rayonnement émis par la surface. L'étoile est un objet qui est chaud. Un objet chaud rayonne, comme les filaments des ampoules qui m'éclairent actuellement. Un objet chaud rayonne. L'objet, pour être la structure sphérique, étoile, pour être stable, doit avoir une pression qui augmente avec la profondeur. Il faut que l'intérieur supporte le poids des couches externes. La pression à l'intérieur est plus grande. Si la pression à l'intérieur est la plus grande, c'est que la température, d'une façon ou d'une autre, sera plus grande, ainsi que la densité de la matière sera plus grande. Si la température est plus grande au centre qu'au bord, c'est que de l'énergie va s'écouler des régions chaudes, où il y a de l'énergie thermique, vers les régions froides, et que ce transport d'énergie va aboutir à la surface, qu'on pourrait appeler la surface, précisément qu'on appelle la photosphère de l'étoile, va aboutir et va pouvoir se propager dans l'espace sous forme de lumière. Une étoile rayonne parce qu'elle est chaude, et elle prend son énergie de l'intérieur de l'étoile. S'il n'y avait que ça comme processus, l'étoile se contracterait et aurait une durée de vie de l'ordre de 20 millions d'années, une étoile comme le Soleil. Si l'on veut que le Soleil dure, si on estime que l'âge de la Terre et du système solaire est de 4 milliards d'années, 4,56 milliards d'années, il faut trouver un processus par lequel les étoiles ne vont pas durer 20 millions d'années, simplement en extrayant l'énergie thermique de leur cœur, et vont durer 4 milliards et demi d'années. Et ce processus a été imaginé par Jean Perrin, et détaillé ensuite par d'autres physiciens, Hans Bethe, Arthur Eddington et d'autres encore. Il faut des réactions de fusion nucléaire au centre. Il faut que d'une façon ou d'une autre, l'intérieur des étoiles extrait l'énergie du noyau des atomes. Et en extrayant cette énergie, pour compenser celle qui est rayonnée par la surface, on produit de nouveaux noyaux. Au cœur du Soleil, de l'hydrogène se transforme en hélium en ce moment, au rythme de 600 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde deviennent 595 millions de tonnes d'hélium, et les 5 millions de tonnes d'écart, c'est de l'énergie transportée du centre de l'étoile vers le bord et qui va compenser exactement celle qui est rayonnée. Les cœurs des étoiles forment de nouveaux noyaux. Pour former des noyaux jusqu'au nickel, ce n'est pas le Soleil qui fera ça. Sur des étoiles suffisamment massives, comme les étoiles qui ont une masse au-delà de 8 à 10 masses solaires, qui vont pouvoir fusionner l'hydrogène en hélium, et puis ensuite, parce qu'elles sont suffisamment massives, elles vont pouvoir comprimer le résultat, l'hélium. Quand il n'y a plus d'hydrogène, les réactions évidemment s'arrêteront naturellement. Et en comprimant le cœur de l'étoile, les étoiles suffisamment massives vont pouvoir former du carbone à partir de l'hélium.
Et puis, au-delà du carbone et de l'oxygène, pour partie aussi, du néon et du magnésium. Et au-delà du silicium. Et au-delà du fer, et plus généralement des éléments du groupe du fer, dont le nickel. Il faut des étoiles suffisamment massives, beaucoup plus que ne l'est le Soleil, de sorte qu'elles puissent enchaîner un certain nombre de cycles de fusion thermonucléaire. Celui qui brûle l'hydrogène en hélium, comme le fait le Soleil actuellement. Celui qui, dans un Soleil futur, donc à peu près 4 ou 5 milliards d'années, brûlera l'hélium en carbone et oxygène. Et pour le Soleil, ça s'arrêtera là. Et puis les étoiles plus massives transformeront carbone, oxygène en néon, magnésium, silicium et des éléments du groupe du fer. Quand on arrive à former du fer au cœur d'une étoile, se produit un problème très grave, c'est que le fer est un élément qui est nucléairement stérile. On ne peut pas, en faisant fusionner du fer, obtenir de l'énergie, ni en le faisant fissionner derrière. C'est l'élément le plus lié, le noyau le plus lié de tous les noyaux stables, les 92 noyaux stables que l'on connaît. À ce moment-là va se produire une catastrophe, dont je ne rentre pas dans les détails, mais qui aboutira à l'explosion de l'étoile, qu'on appelle une supernova. Voici le reste de la supernova du Crabe, nébuleuse Messier 1, la première du catalogue de Charles Messier, qui a établi ça au XVIIIe siècle. Une image qui a été faite par le VLT, le Very Large Telescope européen. On voit le reste d'une supernova que les astronomes chinois ont observé en 1054. Une étoile nouvelle dans le ciel, qui n'était pas en réalité une étoile nouvelle. Ils l'ont vue comme une étoile à un endroit du ciel où l'on ne voyait rien. On voit d'un coup un astre extraordinairement brillant, si brillant qu'il brille en plein jour. On le voit en plein jour, en plus du Soleil. Pas aussi brillant que le Soleil, bien sûr, mais suffisamment brillant pour être visible en plein jour. Cette supernova ne marquait pas une étoile nouvelle, mais plutôt une étoile de moins, la disparition d'une étoile qui explose. On en voit le reste maintenant. Cette explosion est importante à 2 titres. D'abord, elle injecte de l'énergie dans la galaxie. Ça, c'est un point, mais qui n'est pas le point fondamental pour nous. Mais elle répand dans notre galaxie les noyaux qui ont été formés au cœur de l'étoile. Une étoile comme le Soleil ne forme pas tous les noyaux jusqu'au nickel, mais de surcroît, en mourant finalement, en fin de vie, le Soleil ne rendra qu'une petite fraction de sa masse, une fraction de sa masse qui n'a pas été transformée par la réaction nucléaire. Au final, le Soleil ne rendra que ce qu'il a reçu du milieu interstellaire, les nouveaux noyaux restant au cœur du Soleil. Dans une étoile qui explose, au contraire, elle va rendre une fraction appréciable, pour ne pas dire très majoritaire, de la masse transformée, et elle va ensemencer par ces nouveaux noyaux, dont le nickel, le milieu interstellaire. Autrement dit, le nickel qui était dans le milieu interstellaire qui a servi à former le Soleil et la Terre, et d'ailleurs tous les autres atomes qui nous constituent, n'étaient pas préexistants dans le milieu interstellaire. Ils ont été mis là par l'explosion d'étoiles, ces supernovas, ces étoiles les plus massives, qui sont aussi les plus rares. Donc l'histoire qui nous amène là, finalement, c'est de dire qu'un jour ou l'autre, toute la matière qui vous compose, sauf l'hydrogène et l'hélium, il n'y a pas d'hélium dans votre corps, il y a d'hydrogène parce que vous êtes formé à peu près à 70% d'eau, donc il y a un peu d'hydrogène dans votre corps, mais l'énorme masse de votre corps se formait d'atomes qui n'ont pas toujours existé. La pièce n'a pas toujours existé, la Terre n'a pas toujours existé, vous n'avez pas toujours existé, les atomes, les noyaux des atomes qui constituent la Terre et vous-même n'ont pas toujours existé, et ils sont tous passés un jour ou l'autre au cœur d'une étoile qui a explosé, car c'est là où ils sont forgés, et c'est dans ces étoiles qui explosent qu'ils sont rendus au milieu interstellaire. Il n'est pas suffisant d'être forgé, il faut en plus que vous remettez au pot, si j'ose dire, des noyaux qui n'étaient pas là avant l'explosion de cette supernova. Et donc finalement, cette grande enquête-là, auquel le CEA a participé parmi beaucoup d'autres organismes scientifiques dans le monde, cette grande enquête-là, en remontant dans le temps, on comprend l'origine des noyaux qui nous composent. Et pour conclure, je vous propose de lire cette phrase de Georges Lemaître qui finalement rend compte de notre position dans l'univers et de la façon dont nous essayons de le comprendre. Merci de votre attention. Merci Roland Lehoucq. Alors une petite opération, on vous reprend votre micro, on vous en donne un deuxième. Enfin voilà, ça c'est un truc technique. Étienne Klein, on va vous demander de revenir et des micros circulent dans la salle. Vous avez sûrement des questions, profitez-en. Des questions à poser à Étienne Klein ou à Roland Lehoucq sur la matière, l'origine de la matière. Voilà, n'hésitez pas. Non? Pas de questions? Parce que moi j'en ai des questions. Ça va, des questions? Mais Roland, est-ce qu'il y aurait dans l'univers de la matière
qu'on ne connaît pas sur Terre. Alors oui, effectivement. Là, j'ai parlé de la matière ordinaire, celle qui nous tombe sous le sens et qu'on connaît, et qui voilà. Il se trouve que pour expliquer certains phénomènes, enfin certaines situations astrophysiques, notamment la dynamique d'une galaxie ou d'un amas de galaxies, on est en astrophysique, on invoque une matière qu'on appelle la matière noire, qui n'est pour partie de la matière ordinaire, mais pour son immense majorité ne se présente pas sous forme de matière ordinaire. Donc en fait, la matière dont on a parlé là, dont a parlé Étienne, dont j'ai parlé là, c'est en première intention l'écume de la matière. La matière noire représente en quantité à peu près 5 fois la matière ordinaire dans l'univers. Mais bon, on ne la voit pas. On ne la voit pas, et c'est pour ça qu'on l'appelle noire. On l'appelle sombre aussi, soit de matière noire ou matière sombre. On la détecte ou on s'en fait une idée indirectement par ses effets gravitationnels sur la dynamique d'une galaxie, la façon dont une galaxie tourne. On se rend compte que s'il n'y avait que la matière visible, la matière lumineuse, en lumière visible, en lumière infrarouge, en rayons X, en toute longueur d'onde, s'il n'y avait que cette matière visible, la galaxie ne tournerait pas comme on la voit tourner. On peut mesurer sa rotation et constater qu'elle n'est pas celle à laquelle on s'attend si on estime après la quantité de matière qu'il y a dans cette galaxie. Et l'écart, on le comble par une matière qui pèse, autrement dit qui a un effet de gravitation, mais qui n'est pas visible par la lumière qu'elle émet. Donc une matière qui n'a comme propriété essentiellement que d'interagir avec la gravité, par la gravitation avec la matière ordinaire et qui n'émet pas de lumière, donc qui n'interagit pas de façon électromagnétique ou de façon classique avec la matière ordinaire. Vous nous avez expliqué que nous sommes faits de morceaux d'étoiles qui ont explosé. Enfin, je fais un raccourci. Hubert Reeves, en son temps, disait de poussière d'étoiles, ce qui était un très joli terme. Est-ce qu'il pourrait y avoir des êtres faits de matière noire ? Puisqu'on ne la voit pas, la matière noire. Alors, ils sont peut-être là. c'est une bonne question. Toi, je crois, non ? Moi, je suis fait de matière noire. Lui, il est de matière noire. Ouais. Non, cette matière noire, on a une sorte de cahier des charges. On n'est pas capable de, on ne peut pas dire actuellement la matière noire c'est telle ou telle particule ou c'est tel ou tel objet d'astrophysique. On ne sait pas ce que c'est encore. On a une sorte de cahier des charges d'abord de ce qu'elle n'est pas. Ça ne peut pas être des trous noirs. On sait que ça ne peut pas être des trous noirs. Il y a un cahier des charges et dans ce cahier des charges, elle interagit très peu avec la matière ordinaire, sauf par le biais de la gravitation. Donc ça veut dire qu'un être, disons, un peu grand mais pas trop, de matière noire, on ne comprendrait pas trop. Il faudrait qu'elle soit aussi cette matière capable de faire comme notre matière, des interactions de nature plutôt électrostatique ou de chimie pour nous former. Après, des êtres de matière noire qui feraient des milliers de masses solaires, bon, ça reste assez spéculatif, il faut reconnaître, sur cette affaire-là. Étienne Klein, est-ce que vous avez un truc ? Parce que moi, je fais toujours cette confusion entre matière et masse. J'arrive pas à... Clairement, dans mon cerveau, ça se mélange. Est-ce qu'il y a un truc pour que ça se mélange pas ? On m'entend, je sais pas. Oui, vous avez un micro. Un truc que je crois pas. Enfin, on peut raconter toute l'histoire de la physique en regardant comment au cours des âges, les physiciens ont repris des mots du langage courant qui avaient été formés pour l'essentiel par les Grecs, la matière, l'espace, le temps, le vide, etc. Et comment on a repensé l'agencement entre ces choses en même temps qu'on a repensé ce qu'on met derrière ces mots. Les mots ne changent pas, mais leur contenu change. Et donc ça pose une question qui est est-ce qu'on doit adapter le langage à ce que nous savons ou est-ce qu'on doit utiliser ce que nous savons pour critiquer le langage tel qu'il est ? Et moi, je suis plutôt partisan de cette seconde méthode, c'est-à-dire, chaque fois qu'on emploie des mots comme ça, de préciser ce qu'on veut dire par eux. Et, par exemple, il faut inventer des nouveaux mots. Par exemple, sur le temps. Ouais. Voilà, le temps. Bon, moi, je me suis intéressé à la question et souvent, les gens interrogent les physiciens pour qu'ils leur parlent du temps en physique. Bon. Mais celui qui a introduit le temps en physique, c'est Newton, avec la variable t qu'il a appelée le temps vrai. Or, cette variable t qu'on met dans les équations, qu'on apprend au lycée dans les équations fondamentales de la mécanique, par exemple, c'est un temps qui n'a aucune des propriétés que le langage commun attribue au temps. Donc c'est un temps qui est en rupture avec nos discours sur le temps. Et la question, c'est pourquoi est-ce que Newton l'a appelé le temps ? C'est-à-dire cette variable t, il aurait pu l'appeler truc. Voilà. S'il avait appelé le temps truc, et le truc aurait eu son autonomie dans le champ de la physique, aujourd'hui, on ne viendrait pas interroger les physiciens pour qu'ils parlent du temps. Autrement dit, on les interroge sur le temps parce que Newton a appelé cette variable t, alors qu'elle est en rupture avec nos discours sur le temps. Et le problème est sans solution, puisque toute la physique, en fait, depuis Galilée, se construit d'une part contre l'observation directe et contre le langage. Et donc, il faut à la fois réinterpréter l'observation. Par exemple, quand on voit des corps qui tombent,
on observe qu'ils ne tombent pas à des vitesses identiques selon leur masse. Plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Or, la vraie loi de la chute des corps nous dit qu'ils tombent tous à la même vitesse. Donc la loi physique dit le contraire de l'observation directe. Et c'est pareil pour le boson de Higgs. Les équations nous disaient les particules sont sans masse. En fait, elles ont une masse. Et donc, il faut résoudre cette contradiction en réinterprétant le concept de masse. Donc, est-ce que des jeux de langage suffisent à résoudre ces problèmes? Non. Simplement, après, quand on veut dire dans le langage ce qu'on a appris ailleurs que dans le langage, par l'expérience, par la théorie, ben, il faut critiquer le langage, c'est-à-dire arriver à creuser une sorte de langue étrangère au sein même du langage pour créer des espaces nouveaux dans lesquels on peut dire ce qu'on a appris. Est-ce qu'il faudra inventer des mots, créer des mots? Est-ce que ce ne serait pas plus simple? Est-ce qu'on peut faire de la physique moderne avec des vieux mots? Non, moi je pense qu'il n'est pas nécessaire de créer des nouveaux mots, il suffit de supprimer Twitter. C'est-à-dire, il faut désormais s'interdire de parler en 145 caractères. Ouais. C'est tout. Donc, mais non, on peut poser des questions sur Twitter, donc c'est malvenu de dire ça. J'ai fait une gaffe. Bon, voilà. Ouais. Bon, et on peut aussi poser des questions. Voilà. Alors j'en vois une là. Oui, ce serait pour poser des questions à Étienne Klein. Tout à l'heure, vous nous avez dit que la matière ne disparaît pas. Mais comment se fait-il? Vous brûlez une bûche de bois de 2 kilos, par exemple, que vous récoltez à combien? 30 grammes de cendre. Où est passé le reste? Il est passé ailleurs. Quand on fait le bilan total, on retrouve des choses. Ça, je ne comprends pas. D'accord? Donc on a désagrégé l'organisation de la matière, mais on ne l'a pas annihilée, ni on l'a fait disparaître. Il y a des gaz aussi qui sont produits. Il y a des gaz, voilà. Il faut la faire brûler dans une enceinte fermée et vous pesez tout le résultat. L'enceinte, avec la bûche dedans, vous la pesez. Elle fait, mettons, 10 kilos. Vous faites brûler la bûche intégralement, vous repesez l'enceinte, 10 kilos. C'est Lavoisier qui avait ça, non? Ah oui, Lavoisier a commencé ça. La chimie quantitative, ça commence. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça vient de lui. C'est le début de la chimie quantitative. C'est faux au niveau microscopique, mais les variations de masse dont parle Étienne au niveau de la chimie sont de l'ordre du nanogramme pour des masses de l'ordre du kilogramme. Donc du coup, voilà. Lavoisier, il était fort, mais pas au nanogramme près encore. Alors je vois d'autres questions devant. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. J'aurais une question par rapport au boson de Higgs. On dit qu'on a besoin du boson de Higgs pour expliquer pourquoi les particules ont une masse, mais dans le mécanisme de création de paires, on peut avoir un photon gamma qui interagit avec un noyau et qui émet une paire électron-positron sans passer par l'explication du boson de Higgs. Donc, Bon, déjà, le boson de Higgs, enfin, Nathalie va en parler, mais ça permet de comprendre la masse, non pas des particules ou de la matière telle qu'on la connaît, mais simplement des particules élémentaires. L'expérience dont vous parlez, elle est liée à la conservation de l'énergie. Les photons n'ont pas de masse, mais ils ont de l'énergie, et cette énergie se transforme, un peu comme dans les collisions que j'ai, c'est le même mécanisme. C'est l'énergie des particules qui devient de la masse. Bon. Maintenant, il ne faut pas croire non plus que sans boson de Higgs, il n'y aurait pas de masse. D'accord, la masse de votre corps, elle est due à beaucoup d'autres choses que la masse de vos particules. Je crois que le chiffre exact, à peu près, c'est que la masse des particules élémentaires de votre corps correspond à 4% de la masse de votre corps. Tout le reste, c'est lié à l'énergie d'interaction entre les particules qu'il y a dans les noyaux, par exemple entre les quarks, il y a des interactions nucléaires. C'est l'énergie d'interaction qui, par le biais de E égale mc2, engendre votre masse. Et donc, si le Higgs n'existait pas, vous auriez quand même de la masse, un peu moins, mais vous en auriez quand même. J'ai vu qu'il y avait une autre main qui se levait devant, oui. Une autre question. Non ? Oui, je crois que dans un des exposés, c'est M. Klein qui a dit que la matière n'avait pas de mémoire, ou enfin c'était une citation. J'aimerais que vous élaboriez là-dessus. Élaborer, ça va être laborieux. Non, mais pas de mémoire, c'est-à-dire, en fait, c'est une phrase ambiguë, en effet, c'est un terme. La mémoire, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer à la matière? Je pense que l'électron, par exemple, il a une forme de mémoire au sens où il sait que jusqu'à la fin des temps, il devra obéir aux équations de l'électromagnétisme. Donc il a la mémoire de ce qu'il est, d'une certaine façon. Par contre, il n'a pas de mémoire au sens où il ne se souvient pas de ce qu'il a fait hier, sachant que tous les événements physiques auxquels il collabore n'ont aucun effet sur sa propre nature. C'est-à-dire, si vous prenez un électron d'aujourd'hui et vous le
remplacé par un électron de l'univers primordial, une sorte de permutation, une expérience de pensée. Un électron de 2015 dans notre univers local vient remplacer un électron qui était là 3 minutes après le Big Bang, et réciproquement, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire les électrons restent identiques à eux-mêmes au cours du passage du temps. C'est une forme de mémoire, si vous voulez. Belle opération, en tout cas, hein, de faire... Pas facile à faire. Oui, pas facile. Oui. Mais éventuellement, on peut le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Ici, et puis après on passera à la deuxième série de conférences. Oui. La dame, ce sera après. Ah, voilà. Monsieur, pardon, allez-y. Monsieur Klein, vous avez dit que donc on peut créer de la matière à partir de l'énergie. Donc on peut créer du vivant, de la matière vivante. Dans les collisions du LHC, on n'a pas encore entendu de cris poussés par les particules. C'est-à-dire, écoutez, la question que vous posez, c'est la question du lien entre la physique et la biologie. C'est-à-dire, est-ce que les lois de la biologie bénéficient d'une extraterritorialité par rapport aux lois physiques? Donc, est-ce qu'il n'y a que les lois physiques qui, à une certaine échelle de complexité, engendrent du vivant? Ou bien est-ce que les lois de la biologie, si elles existent, viennent s'ajouter aux lois physiques? Ça, c'est une question ouverte. Mais nous, on considère que les particules élémentaires ne sont pas vivantes, n'ont pas d'âme, n'ont pas de morale et ne souffrent pas. Ce pas des animaux. Donc, on a le droit de leur faire subir toutes sortes de traitements violents, dont j'ai donné quelques images. Allez, une dernière question. Oui. Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé hein, ». Là, par rapport à la présentation que vous avez faite, qui est magique, hein, c'est absolument extraordinaire, la beauté de ce que vous nous avez montré, hein, de poussière d'étoiles, effectivement. Et donc la question, c'est chaos. Le chaos, tout ça, c'est du chaos. Enfin, bien sûr, je pense, donc je suis un être humain, je pense. Donc la question, c'est la notion de chaos, de désordre, finalement, et par rapport à la réflexion d'Einstein. Il y a quelque chose une question qui est ouverte, et je vous la pose, à savoir qu'aujourd'hui, où on en est de cette réflexion, en fait. Je pense que c'est Roland qui va répondre, après je résumerai. Voilà. Je ne vais pas répondre, le résumé durera 2 heures, la réponse 3 ou 4. Écoutez, je ne suis pas sûr d'avoir identifié bien le point de votre question, mais en fait l'idée que la matière s'est structurée d'une certaine façon, donc on pourrait y voir des tas de choses, les créationnistes ou qui vous voulez, ou les religieux, enfin qui on veut pourrait y voir des tas de choses dans le fait que la matière s'est structurée. On est passé, disons, d'une étape juste après le Big Bang où il y avait essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, aux premières étoiles qui ont formé les premiers noyaux et qui ont formé des étoiles et des planètes, d'autres étoiles, d'autres planètes. Sur ces planètes, dont une en particulier, et puis les autres, on ne sait pas, la vie est apparue. Il y a eu une structuration de la matière, mais si on raisonne toujours en termes global, en fait, il faut réaliser que le désordre de l'univers a considérablement augmenté. Le désordre qu'on pourrait quantifier par ce qu'on appelle l'entropie, et que le prix, si j'ose dire, à payer pour qu'il y ait un peu d'ordre, enfin c'est tout relatif, mais enfin un peu d'ordre sur Terre, ou de structure sur Terre, c'est qu'il y a un désordre considérablement plus important qui a été produit. Et ce désordre considérablement plus important, il est produit sans doute par le rayonnement du Soleil, qui à la fois est le moteur de l'énergétique terrestre, du bilan radiatif et du bilan énergétique de la Terre, essentiellement le Soleil, un peu de rayonnement radioactif interne, et en même temps, par son rayonnement, produit une entropie absolument faramineuse. Donc c'est comme dans le frigo, il y a un peu d'ordre à l'intérieur, essentiellement ça ne bouge pas trop, la nourriture ne pourrit pas comme ça, parce que si on ne la laisse pas trop longtemps, ça se paye, il y a une machine thermique qui prend le chaud dedans et qui le met dehors, la chaleur la met dehors, et ça crée un désordre considérable dehors en fait. Le gain de l'intérieur du frigo est payé par un désordre considérable dans votre appartement sous forme de chaleur qui est diffusée. Pas faire la vaisselle. Donc voilà, voilà. Donc du coup... il y a ces deux tendances-là qui sont une structuration et en même temps une création d'une entropie considérable par le rayonnement des étoiles et par d'autres phénomènes, mais notamment par le rayonnement des étoiles. Et cette affaire de chaos, l'idée qu'il y ait du chaos, c'est pas
contradictoire avec un certain ordre. Le système solaire, il est assez ordonné. Quand on regarde, il y a le Soleil, il y a les planètes autour, à peu près dans un ordre. Leur orbite, ça a l'air à peu près, tout se passe à peu près bien, disons. Et en même temps, les équations qui régissent le mouvement de ces planètes, les équations de la gravitation, finalement, même de Newton, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Einstein, celles de Newton suffisent pour déjà avoir des problèmes. Le problème est le suivant, c'est que ces équations en question sont sensibles aux conditions initiales. Ça veut dire qu'on a l'impression d'un ordre. Si vous regardez 1 an, 10 ans, 100 ans, 1 million, 100 millions d'années, tout va bien. Même dans 1 milliard d'années, probablement tout ira bien. Il y aura une sorte d'ordre apparent. Sauf que prédire l'état du système solaire dans 1 milliard d'années, où sont les planètes, comment elles se distribueront, etc., à partir des conditions initiales d'aujourd'hui, ici et maintenant, on ne peut pas le faire parce que ces équations sont sensibles aux conditions initiales. Une petite variation dans les quantités initiales vont faire des grandes variations dans la solution. 2 solutions très proches, infiniment proches, deux conditions initiales infiniment proches vont donner 2 solutions qui vont être proches pendant un certain temps, puis qui vont finir par s'éloigner, disons, avec une certaine mesure à définir, mais qui vont finir par s'éloigner. Et le résumé Donc, maintenant. on peut être le chaos, ça peut être chaotique, sans que ça soit le bazar, si j'ose dire. Enfin, le système solaire, bon... je ne vais pas résumer, je vais juste répondre rapidement à la première question de monsieur sur Dion Jubaoudé. C'est une phrase, en effet, qu'on accole toujours à Einstein, mais il faut la replacer dans son contexte et préciser qu'il ne l'a jamais vraiment écrite. Il l'a juste dite dans une lettre adressée à Niels Bohr dans les années 30, parce qu'Einstein n'a jamais contesté la valeur de vérité de la mécanique quantique, il n'a jamais dit qu'elle était fausse. Il n'était simplement pas d'accord avec la façon d'interpréter de Niels Bohr et d'autres physiciens de l'époque, puisqu'elle implique, si on considère qu'elle est complète, c'est-à-dire si on considère qu'il ne lui manque pas d'informations sur le réel, elle oblige à penser que si vous avez une particule dans un état superposé, comme on dit, c'est-à-dire qui peut être ici ou bien là, la mécanique quantique vous dit elle peut être là plus là. Elle peut être ici plus là. Et si vous mesurez sa position, vous avez une chance sur 2 de la trouver ici, et puis une chance sur 2 de la trouver là. Vous faites l'opération, faites la mesure, vous l'avez trouvée là. Vous la trouvez par exemple ici. Et vous allez en déduire, par votre entendement naturel, disons, qu'avant que vous la détectiez en cette position, elle était déjà là, en fait. Que la mesure n'a fait qu'enregistrer une position qui était déjà celle de la particule avant que vous entrepreniez de la connaître. Or, la physique quantique ne vous dit pas ça. Elle vous dit avant, non, c'était la somme des 2 possibilités. Et donc, Einstein dit, c'est pas possible que le hasard décide de sa position réelle. Il doit manquer de l'information dans la description quantique. Et si on avait cette information qui nous manque, on pourrait prédire à coup sûr où est-ce qu'on va détecter la particule. C'était le début d'une controverse très très longue et l'expérience a permis de trancher les 2 points de vue. Et on sait maintenant qu'on ne peut plus espérer interpréter la mécanique quantique dans le sens qu'Einstein avait envisagé. C'est-à-dire, ce n'est pas en rajoutant des variables cachées supplémentaires qu'on peut rendre compte des implications qu'elle a et qui ont pu être vérifiées.